En 1812, Napoléon est à l'apogée de sa gloire. Il domine toutes les nations d'Europe et règne sur près de 40 millions de sujets. Son empire est immense, à l'égal de celui de César ou d'Alexandre le Grand. C'est indéniable, Napoléon a su forger déjà sa légende. Et là, on voit très bien, comme disait David lui-même, que c'était beau comme l'antique, le visage de Napoléon. On pouvait le simplifier, si vous voulez, en quelques traits, pour en faire un visage à l'antique. Et donc glorifier l'empereur au même titre qu'un empereur romain. Les 130 départements français s'étirent alors de la Baltique à la côte romaine et aucun pouvoir ne peut prétendre s'élever contre son hégémonie. Il est le maître absolu. Qui aurait pu prédire le destin extraordinaire de ce petit Corse, entré à 15 ans à l'école royale militaire, nommé général en chef des armées d'Italie à 26 ans par le Directoire, premier consul à 30 ans, puis sacré empereur des Français à 35 ans. Imaginons-nous qu'en 25 ans de temps, ce garçon qui avait traversé l'histoire comme une météore, en 25 ans de temps, il avait bouleversé l'Europe beaucoup plus qu'elle ne l'avait été en 15 siècles. À la devise de la royauté, à chacun selon sa naissance, il oppose sa propre devise, à chacun selon ses mérites, et s'illustre non seulement comme grand stratège militaire, mais aussi comme administrateur de génie. Les préfets, le code civil, le concordat ou les lycées publics en sont des exemples édifiants. Notre troisième et dernier épisode consacré à Napoléon Ier s'ouvre sur la dramatique campagne de Russie, géant insaisissable qui décimera l'armée française. Il retrace la campagne de France qui opposera Napoléon à une coalition anti-française forte de près d'1 million d'hommes, apportant son lot de morts et de désillusions vers la perte de l'Empire. Quand on pense aux champs de bataille dévastés, au nombre de morts provoqués par la Grande Armée sur toute l'Europe, à ce qu'il faut bien appeler la trace sanglante de l'ogre, ça paraît bizarre de dire que c'était un homme sentimental, romantique, virgilien par moments, parce que on sait qu'il aimait beaucoup Rousseau. Puis viendra le temps de l'exil. Contraint de laisser la France aux mains de Louis XVIII, l'empereur ne régnera plus que sur un royaume ridicule, l'île d'Elbe. Les 100 jours verront le vol de l'aigle, le retour en force de l'empereur. Ce second souffle de l'épopée napoléonienne s'achèvera à Waterloo. Il conduira l'empereur à Sainte-Hélène, où il terminera ses jours en dictant ses mémoires, marquant ainsi l'histoire de son empreinte indélébile. Il a de l'ambition, il veut être le meilleur, il veut être le premier, constamment, et même à Sainte-Hélène, jusqu'au dernier moment, sur son lit d'agonie, il faisait encore trembler l'humanité. Bonaparte n'est point grand par ses paroles, ses discours, ses écrits, par l'amour des libertés qu'il n'a jamais eues et n'a jamais prétendu établir. Il est grand surtout pour être né de lui seul, pour avoir su sans autre autorité que celle de son génie, se faire obéir par 36 millions de sujets. Il est grand pour avoir abattu tous les rois, ses opposants, pour avoir défait toutes les armées, quelle qu'était la différence de leur discipline et de leur valeur, pour avoir rempli 10 années de tels prodiges qu'on a à peine aujourd'hui à les comprendre. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. Le traité de Tilsit, signé 5 ans plus tôt, consolidait la paix entre l'Empire et la Russie. Alexandre espère alors, avec le soutien du général Caulaincourt, la signature d'un traité empêchant le rétablissement de son ennemi, la Pologne. Mais en désavouant Caulaincourt et en signant la paix avec l'Autriche, Napoléon trahit la confiance d'Alexandre qui voit la Pologne comme une porte d'entrée dangereuse vers une invasion de son territoire. Dans l'espoir de ruiner le Royaume-Uni, Napoléon a mis en place une politique appelée blocus continental, empêchant l'ennemi de commercer avec le reste de l'Europe depuis l'année 1806.
Le but de Napoléon est donc de détacher toute l'Europe de l'orbite anglaise, d'isoler les Anglais et en particulier grâce au blocus continental. Alors évidemment, l'Angleterre a été bien près d'être ruinée et donc la victoire de Napoléon aurait peut-être été possible à plus long terme contre l'Angleterre si effectivement les Russes avaient poursuivi le traité de Tilsit. La levée de ce blocus par Alexandre plonge l'empereur dans une rage noire, précipitant les deux géants dans une guerre inévitable. Le 24 juin 1812, fermement décidé à envahir la Russie, Napoléon franchit le Niémen avec ses troupes, dans l'espoir de ramener par la force l'allié d'hier, Alexandre, à la raison. Les forces en présence sont simples. D'un côté, il y a l'armée russe, de l'autre côté, il y a tout l'Empire français, c'est-à-dire l'armée française, mais également l'armée du royaume d'Italie, du royaume des deux Siciles, c'est-à-dire le sud de l'Italie. Il y a toute l'armée de la Confédération du Rhin, royaume de Westphalie, de Saxe, de Bavière, tout ce que vous voulez, les Hollandais, les Danois également. Plus les alliés de la France, c'est-à-dire qu'il y a de forts contingents autrichiens et prussiens. Mais au lieu de se diriger vers la capitale Saint-Pétersbourg, la Grande Armée, forte de plus de 600 000 hommes, plus nombreuse qu'aucune autre armée de l'histoire, s'enfonce dans les terres de Russie sans jamais trouver d'ennemis à combattre. Terres brûlées, désolation, villages dévastés. Napoléon semble désemparé face à la tactique du commandant Koutousov, qui refuse d'abord le combat, ravageant les villages afin de priver l'envahisseur de ravitaillement, l'entraînant dans la profondeur de sa toile jusqu'à épuisement. On laisse les troupes hostiles s'avancer le plus possible dans le pays, donc on fuit, on ne livre pas de combat défensif, et puis après on laisse l'hiver faire le reste, et puis les Cosaques et les troupes qui emprisonnent l'occupant et qui l'amoindrissent sur ses flancs, sur son arrière-garde. Et les Russes ont opéré comme ça au moment de la campagne de Russie, qui est une lourde erreur stratégique de Napoléon, parce qu'il n'a pas vu le risque qu'il prenait en s'avançant à l'intérieur de la Russie. 3 semaines de chaleur et de sécheresse affaiblissent considérablement l'infanterie. La dysenterie et le manque de nourriture a raison de beaucoup de soldats. Les bottes des fantassins s'enfoncent dans cette poussière molle, rendant toujours plus difficile leur progression. Une atmosphère lourde, étouffante, prend les soldats à la gorge et ne cesse pas, même la nuit, de continuer à les asphyxier. On se battait pour avoir de l'eau, et on buvait même la boue. Tolstoï, Guerre et paix. Le 14 août 1812, la Grande Armée française traverse sur des ponts de fortune construits pendant la nuit le fleuve Dniepr à Rasna, sous le commandement de Murat, Ney et Davout. En ligne de mire, la ville fortifiée de Smolensk, qu'ils projettent de prendre par surprise afin de continuer l'avancée vers le nord. Mais quand les forces françaises arrivent sur la ville, les garnisons russes ont été renforcées. L'artillerie, par des tirs ininterrompus, foudroie les faubourgs et ouvre d'énormes brèches dans les remparts, forçant l'ennemi à incendier la ville avant de battre en retraite. Si la bataille de Smolensk se solde par une victoire pour Napoléon, les ressources viennent vite à manquer. Les Russes avaient adopté la théorie de la terre brûlée, c'est-à-dire dès qu'il arrivait quelque part, tout était brûlé, on n'avait plus de vivres, on n'avait plus de ravitaillement. En 2 mois, Napoléon perd 150 000 hommes, pratiquement sans avoir échangé un seul coup de feu, courant après cet ennemi insaisissable qui se replie toujours plus loin à l'intérieur du pays. Quand l'armée russe se décide enfin à l'affronter le 7 septembre 1812 sur les bords de la Moskova, près du village de Borodino, la bataille se transforme en assaut frontal sanglant et bestial. Elle commence à 6h30 du matin et on entend s'effondrer les corps disloqués dans la boue jusqu'à 3h de l'après-midi.
Les Russes ne cèdent pas et se battent jusqu'au bout. Mais comme ils abandonnent le champ de bataille le lendemain, Napoléon s'octroie la victoire. C'est dans Moscou, réduite à l'effrayante vision d'une ville fantôme, désertée par ses habitants et vidée de ses provisions, que les troupes françaises victorieuses vont entrer 2 jours plus tard, avant que la cité construite essentiellement de bois ne s'embrase. Alors il y a la polémique célèbre, est-ce que c'est la Grande Armée qui a incendié Moscou, ou est-ce que ce sont les Russes qui l'ont incendié? Bon, il semble bien que ce sont les Russes qui ont pratiqué la politique de la terre brûlée, de la ville brûlée en l'occurrence, et ce qui fait que la prise du Kremlin, toute symbolique qu'elle était, a été bien amère. Les flammes consument Moscou presque intégralement, sous les yeux stupéfaits de l'empereur des Français, jusque-là persuadé de l'imminence de la reddition russe. Toutes les fictions de l'incendie de Troie jamais n'égalèrent la réalité de celui de Moscou. C'était littéralement un océan de feu. J'ai défait des armées, mais je n'ai pas vaincu les flammes. Le destin a été plus fort que moi. Mémorial de Sainte-Hélène. C'est une ville complètement désertée qui s'offre à l'empereur. Il va l'occuper, mais il va chercher à traiter avec le tsar en envoyant en particulier des émissaires à Saint-Pétersbourg. Et malheureusement, le tsar ne répondra jamais. Et donc, il retarde son départ jusqu'au 14 octobre 1812, date à laquelle il décide de retourner en Occident. Malheureusement, il est déjà bien tard et le froid va arriver. Et on sait qu'en plus, l'hiver 1812 a été particulièrement rigoureux. L'incendie de Moscou marque le début d'une longue et difficile retraite, alors que dans l'ombre guette l'hiver glacé qui apporte la mort, griffant la chair et brisant les os des soldats qui périssent déjà de faim et de désespoir, attaqués sans répit par les cavaliers cosaques. Des milliers de soldats perdent la vie dans la seule traversée du fleuve Bérésina. Il fait demi-tour, mais un peu de retard, parce que l'hiver tombe très rapidement. C'est la panique la plus complète dans cette retraite de Russie. Il faut franchir le fleuve qui s'appelle la Bérésina. Et l'expression, c'est la Bérésina, c'est en effet, ça veut dire la catastrophe. C'est la catastrophe, pourquoi? Parce que les armées russes viennent harceler les arrière-gardes françaises, les massacrer les chevaux, que l'on mangeait d'ailleurs tout cru, parce qu'on n'avait plus rien à se mettre sous la dent. Napoléon n'est que le témoin impuissant de ce drame qui décime chaque jour davantage sa si grande armée. Alors pendant que Napoléon se prépare à revenir de Russie, eh bien il existe à Paris un petit général qui a de l'ambition, puisqu'il envisage tout simplement de prendre le pouvoir. Il dit l'empereur est loin, je prends le pouvoir. Et il annonce à Paris que l'empereur est mort à Moscou et que lui va s'occuper du nouveau gouvernement. Le 5 décembre 1812, l'empereur apprend que le général Mallet a osé tenter un coup d'État contre lui. Il décide de rentrer à Paris et confie le commandement de son armée plus que jamais en déroute à Murat. C'est une grande armée en lambeaux qui franchit le Niémen, en Prusse orientale, le 14 décembre 1812. Napoléon reviendra sur cette défaite lors de son exil à Sainte-Hélène. On ne peut s'empêcher de frémir à l'idée d'une telle masse qui déborde impunément sur vous, inondant tout, si elle triomphe ou se retirant au milieu des glaces au sein de la désolation de la mort devenue ses réserves. N'est-ce pas là la tête de l'hydre, dont on ne saurait venir à bout qu'en le saisissant au corps et en l'étouffant dans ses bras? Mais où trouver Hercule? Il n'appartenait qu'à nous d'oser y prétendre, et nous l'avons tenté gauchement, il faut en convenir. Mémorial de Sainte-Hélène. On a de très très grands généraux qui sont comme le général Éblé ou le général Lariboisière. Ce sont eux qui ont construit les ponts sur la Bérésina, qui sont également morts le 31 décembre 1812 des efforts qu'ils avaient faits, des hommes désarmés qui sont revenus à pied de Russie, comme le maréchal Lefebvre. Maréchal Lefebvre, homme de 57 ans, qui est revenu à pied de Moscou. Donc des surhommes d'une certaine façon. Cette campagne militaire reste un indicible désastre. Moins de 10 000 hommes sur 600 000 en reviendront en vie.
Entendant les râles et l'essoufflement de l'armée française, les rois de Prusse, d'Autriche, d'Espagne, du Portugal et de Suède voient une occasion unique de se libérer du joug de l'Empire et reprennent les armes en s'alliant à la Russie et à la Grande-Bretagne. À ce moment-là, même les Français sont lassés de leur empereur. La brutalité de la guerre en Espagne et l'invasion de la Russie ont anéanti une génération entière d'hommes. En 1813, l'Europe devient le théâtre de nouveaux affrontements. La coalition anti-française, forte d'1 million d'hommes, combat pour libérer l'Allemagne et restaurer les anciennes monarchies. Elle est conduite par Blücher, le Prussien qui hait Napoléon depuis que ce dernier l'a écrasé et fait prisonnier à Iéna. Schwarzenberg, issu d'une longue lignée de princes du Saint-Empire romain germanique. Et Bernadotte, ancien ministre de la guerre sous le Directoire et allié de l'empereur. Face à eux, les 360 000 Français de la nouvelle armée levée par Napoléon. Pour renforcer ses rangs, l'empereur fait appel par décret et anticipation aux jeunes conscrits, les Marie-Louise, novices dans l'art de la guerre et ignorant le maniement des armes. On se cachait, on ne voulait pas entrer dans l'armée, malgré la conscription. Et pour essayer d'être réformé, on se coupait les doigts, on se cassait les dents, parce que je savais qu'on avait besoin des dents. Il fallait que les dents soient intactes pour enlever la goupille de la cartouche, etc. Donc, si on n'avait plus de dents, on ne pouvait pas se défendre. L'opposition gronde, alimentant la légende noire de Napoléon. Ce n'était pas tout d'enchaîner les pères, il fallait encore disposer des enfants. On en était venu à ce point de mépris pour la vie des hommes et pour la France, d'appeler les conscrits la matière première, ou la chair à canon, Chateaubriand, de Buonaparte et des Bourbons. La bataille de Leipzig tourne rapidement à l'avantage des coalisés. Napoléon ordonne la retraite de ses troupes, qui doivent traverser la rivière Elster, pour voir à leur grande surprise leurs alliés saxons retourner contre eux leur artillerie. Le premier mois de la campagne de France est marqué par l'avancée lente mais constante des troupes coalisées. L'armée française, commandée par Victor, défendant les Vosges, et Marmont, défendant la Sarre, recule devant l'armée de Blücher, de même que Ney évacue Nancy. Les Autrichiens l'emportent en Italie. Les Britanniques repoussent tous les maréchaux hors d'Espagne pour les combattre ensuite dans le sud de la France. Pendant ce temps, à Paris, Talleyrand, compagnon d'hier, perçu par certains comme un traître et par d'autres comme un visionnaire de génie, Talleyrand attise la haine contre Napoléon et les alliés d'hier changent de camp. Alors Talleyrand est un personnage extrêmement compliqué à comprendre. C'est un homme extrêmement intelligent. C'est un ancien évêque, l'évêque d'Autun, à la veille de la Révolution. Il est député du clergé au début des États généraux, donc en 1789. Par la suite, il va un peu disparaître. Il va réapparaître au moment de l'Empire en particulier. Napoléon fera son ministre des Affaires étrangères. Mais c'est un homme de l'Ancien Régime, un homme du XVIIIe siècle qui n'a jamais abandonné ses convictions, qui tire beaucoup de ficelles dans l'ombre, hein, et qui n'est pas toujours bien d'accord avec Napoléon. Napoléon dira de lui, vous êtes de la boue dans un bas de soie. Le 11 janvier 1814, une alliance est conclue entre Murat, roi de Naples, et l'Autriche. Il promet de fournir 30 000 hommes à la coalition pour garantir la pérennité de son trône, paralysant ainsi l'armée d'Italie, commandée par Eugène de Beauharnais. Peu à peu, l'Empire se délite, ne possédant plus que l'ombre de sa gloire passée. Napoléon déclare au Sénat qu'il s'agit à présent de défendre la France contre l'envahisseur. Blücher s'apprête à opérer la jonction avec l'armée de Schwarzenberg, dans les plaines de l'Aube, quand Napoléon décide de commander lui-même son armée. Il confie la régence à l'impératrice Marie-Louise et son fils, le roi de Rome, à la garde nationale avant de quitter Paris. Il se jette comme un lion au cœur de la bataille de Brienne, le 29 janvier 1814, et s'en sort avec des pertes égales à celles de ses ennemis. Il accepte ensuite de combattre à la Rothière, avec une armée affaiblie et inférieure en nombre. Cette première défaite sévère pèse lourdement sur le moral des troupes françaises et déclenche des désertions massives.
On a commencé à qualifier l'empereur d'ogre, de dévoreur de jeunes vies, de dévoreur de soldats. Donc les caricatures ont couru sur ce thème, surtout dans les années 1814, bien entendu. Mais dès 1810-1811, on voit apparaître plus de caricatures que dans la période précédente. Et au final, effectivement, la France est assez exsangue en 1814. Le 3 février, un nouveau congrès s'ouvre à Châtillon. La coalition propose la paix, moyennant quoi elle exige que la France retrouve ses frontières de 1791, refusant qu'elle prenne part à la réorganisation future de l'Europe, condamnant ainsi les membres de sa famille que l'empereur avait placés stratégiquement sur les trônes des pays conquis. Napoléon, jugeant ces clauses humiliantes, refuse de signer. Pendant ce temps, les combats continuent à enflammer le pays. Les armées de Blücher et de Schwarzenberg marchent sur Chalon-sur-Marne, sur Troyes, et font dangereusement route vers Paris en suivant respectivement les vallées de la Marne et de la Seine. L'étau se resserre. Durant 5 jours de combats acharnés, Napoléon retrouve toute l'énergie et l'intelligence stratégique qui caractérisaient ses premiers faits d'armes en Italie. Malheureusement, il est déjà trop tard. Les pertes des Alliés restent insignifiantes, tant leurs armées sont puissantes et leurs ressources infinies. Il ne faut jamais oublier que c'était un officier d'artillerie au départ, c'est-à-dire un homme qui calcule, qui travaille la balistique, qui travaille les emplacements. Et toutes ces stratégies de guerre ont été écrites, minutées. C'était vraiment quelqu'un de très rationnel et il l'a été pratiquement jusqu'au bout, accumulant très souvent des erreurs par excès de rationalité. La bataille de Montereau sera le dernier succès de Napoléon, obligeant l'ennemi à reculer alors qu'il n'est qu'à 50 km de Paris. Mais après les dernières batailles particulièrement meurtrières, à Craonne et Laon, les généraux en ont assez de se battre et la France veut la paix. À Paris, les Français, conduits par les maréchaux Marmont et Mortier, n'ont plus qu'un seul objectif, combattre pour l'honneur. Ils savent que plus rien n'empêchera les coalisés de forcer les portes de la capitale, mais ils ignorent que l'empereur est en marche pour tenter de la sauver. Le 30 mars 1814, à l'aube, Schwarzenberg attaque Paris par Pantin et Romainville, alors que Blücher concentre sa puissance de feu sur Clichy et Montmartre, enserrant la capitale dans un véritable étau. Moncey, commandant de la garde nationale, défend avec ardeur la barrière de Clichy dans un affrontement des plus sanglants. La ville agonise dans un tonnerre assourdissant de tirs d'artillerie et de cris de douleur des soldats. Le sang et la poudre se mêlent. Les flammes, cadencées par le trot chaotique des escouades de cavaliers en fuite, dansent un étrange ballet qui dévore les bâtiments. Dans les rues, s'amoncellent des corps illustres ou inconnus, aux membres arrachés. À la tombée de la nuit, dans un dernier souffle, Paris succombe. Chacun ramasse ses morts. L'armée française perd 6 000 hommes et inflige 3 fois plus de pertes aux coalisés, sans faire de prisonniers. Ça a été la période la plus féconde en matière d'imagination militaire. Et c'est pour ça que cette période est toujours enseignée dans toutes les écoles d'officiers du monde. Les négociations sont ouvertes. Talleyrand en est le médiateur. Marmont et Mortier signent un armistice pour une durée de 4 heures, le temps pour l'armée française d'évacuer la capitale. Napoléon est à Juvisy-sur-Orge lorsque la nouvelle sonne comme un coup de poignard. Le 31 mars à 7 heures, les armées alliées prennent le contrôle des barrières de Paris. Vers 10 heures, des Vive le roi résonnent dans les rues désertes, alors que sur la place Louis XV, les royalistes lisent la proclamation de Schwarzenberg aux habitants de Paris, exhortant le peuple à se soulever contre Napoléon. Plus tard, le tsar Alexandre reçoit les clés de la ville de la main même des maires d'arrondissement. La fanfare hurle des airs de conquête à la porte Saint-Martin
pour accueillir la marche triomphale, ouverte par les cosaques russes et les hussards prussiens. Napoléon est à terre. Ses ennemis ont forcé les portes de Paris. Ses fidèles maréchaux, Ney, Lefebvre, Berthier, Oudinot, Moncey et MacDonald refusent de combattre. Dans un ultime effort désespéré, il fait marcher ses dernières troupes commandées par Marmont vers Paris. Mais ce dernier est bien vite contraint de se rendre aux Autrichiens. Alors Napoléon est battu, mais qui va diriger le pays? Eh bien, on décide d'appeler, à l'unanimité ou presque, le frère cadet de Louis XVI, qui avait été, lui, exécuté. Et ce frère cadet, c'est Louis XVIII. Et Louis XVIII est ravi parce qu'il n'attendait que ça. Depuis l'exécution de son frère, il n'attendait que de reprendre le pouvoir, de restaurer la monarchie en France. Louis XVIII, sa personnalité, c'est un personnage louvoyant, c'est un personnage brillant, intelligent, mais louvoyant, qui a toujours essayé de faire ses petits coups en douce, même du vivant de Louis XVI, il envisageait de prendre la régence. Le Sénat organise un gouvernement provisoire, présidé par Talleyrand. Fin politique qui aura su se maintenir au gré des changements de régime de la Révolution française à la monarchie de Juillet. Le Sénat déclare Napoléon déchu du trône, son droit d'hérédité aboli et le peuple français comme l'armée délié envers lui du serment de fidélité. Le 4 avril, par arrêt du gouvernement provisoire, il est permis aux conscrits de retourner chez eux. Privé de son rêve impérial, Bonaparte est déterminé à disparaître avec lui. On sait, la bataille de France l'a anéanti, il arrive, il se réfugie à Fontainebleau, avec le lendemain ou le surlendemain la fameuse scène des adieux, mais le soir ou dans la nuit, eh bien, il est pris d'un, comment on dirait aujourd'hui, d'un grand coup de cafard, d'un grand coup de désespoir, et il avait sur lui de l'opium. Et il ingurgite une forte dose d'opium dans l'espoir, tout simplement, de mettre fin à ses jours. Finalement, l'empereur déchu survit pour signer le traité de Fontainebleau qui le condamne à l'exil, dressant son abdication sans condition le 6 avril 1814. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers aux couronnes de France et d'Italie et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire à l'intérêt de la France. Cependant, une question cruciale se pose. Où enfermer un tel stratège? Le choix des Alliés se porte sur l'île d'Elbe. Napoléon devient l'empereur qui règne sur une île. Le Sénat appelle à gouverner le très impopulaire Louis Stanislas Xavier de Bourbon, alors réfugié en Angleterre, frère de Louis XVI, comme roi des Français selon le vœu de la nation. Sous le nom de Louis XVIII, il devient le nouveau roi de France. Le 20 avril, avant de partir pour l'île d'Elbe, Napoléon rend un dernier hommage à sa garde personnelle. Puis il prend la route du sud, escorté par une troupe de 600 hommes, sous les huées d'un peuple en colère, auquel il avait promis la victoire et demandé tant d'efforts pour relever l'Empire. À Saint-Raphaël, il embarque sur une frégate britannique, The Undaunted, l'intrépide, accompagné des commissaires alliés et de sa petite suite, dont les généraux Bertrand et Drouot. On lui a donné la souveraineté, on lui a donné un territoire. C'était une période, c'était un exil relativement doux, avec un climat qui rappelait complètement celui de la Corse. Il était relativement bien traité à cette époque. Le navire entre dans la rade de Porto-Ferraio le 3 mai au soir, après avoir hissé le pavillon parlementaire. Napoléon découvre alors son nouvel empire qui s'étend sur une superficie ridicule
de 123 km². L'île d'Elbe, en Méditerranée, qui était ce qu'il appelait un petit carré de choux. Parce que c'est une toute petite île, on en a vite fait le tour, lui qui est habitué à sillonner l'Europe. Eh bien là, il a rapidement fait le tour de la petite île d'Elbe. Eh bien, il reçoit sa sœur, il reçoit la petite Marie Walewska, qu'il avait beaucoup aimée, à laquelle il avait fait un fils. Elle vient lui tenir compagnie pendant quelques nuits à Portoferraio. Pendant les 10 mois qu'il passe sur l'île, il se comporte en administrateur. Il s'intéresse à l'exploitation de ses mines de fer, fait tracer des routes, planter des arbres, développe l'économie et passe des accords commerciaux avec ses voisins. Il fait décorer des appartements pour l'impératrice Marie-Louise et son héritier légitime qui ne le rejoindront jamais. Mais Napoléon se lasse vite de jouer sur un si petit terrain et ne cesse de diriger son regard vers la France, convaincu que le peuple ne supportera pas le retour imposé de la monarchie. Il observe, guette, attendant patiemment son heure. C'est un Napoléon qui pense qu'il va revenir d'une façon ou d'une autre en France et au pouvoir, malgré son accablement de 1814. Il sait qu'il est sur l'île d'Elbe pour peu de temps et surtout, il n'a rien perdu de son hyperactivité. Louis XVIII, de son côté, freine le versement de la rente de 2 millions de francs prévu par le traité de Fontainebleau. Au Congrès de Vienne, les appétits des vainqueurs chargés de rétablir la paix en Europe s'affrontent. Ils s'interrogent sur la possibilité d'un retour en force de l'empereur déchu. La menace pourrait-elle venir de Naples? En débarquant en Italie et en s'alliant à Murat, ne risque-t-il pas de reformer une armée qui plongerait bientôt l'Europe entière dans un nouveau conflit? On parle alors de l'exilé aux Açores ou sur l'île de Sainte-Hélène. Talleyrand a quand même une haute opinion de la France. Et c'est lui, en 1814, au Congrès de Vienne, qui va sauver la France de la destruction qu'avaient envisagé les Alliés, c'est-à-dire un dépaissement total de la France. Et grâce à lui, bien sûr, la France va perdre la Confédération du Rhin, le Royaume d'Italie, tous les États satellites, naturellement, mais en même temps, c'est lui qui va obtenir que l'on revienne aux frontières de l'Ancien Régime, celles de 1789. Mais, fidèle à sa stratégie militaire, Napoléon décide de passer à l'attaque le premier. Dans le plus grand secret, il prépare son retour. Nous sommes en février 1815 et Louis-Joseph Marchand, premier valet de chambre de l'empereur, note dans ses mémoires « Depuis quelques jours, l'empereur dans son intérieur était silencieux et réfléchi. Le général Bertrand et le général Drouot appelaient beaucoup plus fréquemment que de coutume. Le général Cambronne le fut aussi. La carte de France restait constamment étendue dans le cabinet, des épingles y étaient piquées. » Le 16 février 1815, Napoléon ordonne à Drouot de réarmer le brick, l'Inconstant. Sur ses ordres, on achète des munitions de guerre à Naples, des armes à Alger, des vaisseaux de transport à Gênes. 10 jours plus tard, à la tombée de la nuit, l'esprit embué par de nouveaux rêves de conquête, il s'embarque avec une poignée de fidèles. 1100 hommes, dont 600 de sa garde, cap sur la France. Le 1er mars 1815, en plein jour, sous les yeux ébahis des douaniers, Napoléon débarque à Golfe-Juan. Désormais, il n'y a plus que l'armée royale qui le sépare de Paris. Et très rapidement, sans un obstacle, ou pratiquement pas, parce que le roi Louis XVIII envoie des armées à sa rencontre, notamment une armée commandée par le maréchal Ney, l'ancien complice de Napoléon. Eh bien, le maréchal Ney, en rencontrant l'empereur, va lui tomber dans les bras. Et ça va être comme ça, c'est ce qu'on appelle le vol de l'aigle, c'est-à-dire de Golfe-Juan à Paris. Ça va être comme ça d'un bout à l'autre. À chaque fois que l'empereur apparaît, tout le monde se rallie une fois encore à lui, parce que c'est le personnage le plus légendaire qui soit. Dès son retour, il réorganise son armée de 200 000 hommes et restitue au régiment les surnoms d'Invincible, de Terrible, d'Incomparable. Cambronne, qui commande l'avant-garde, est sommé de ne tirer aucun coup de feu afin que la surprise demeure totale.
6 jours plus tard, un régiment d'infanterie se présente pour barrer la route à Napoléon, dans la bien nommée par Stendhal, prairie de la rencontre. Le chef s'avance seul au devant de l'armée royale, en ouvrant sa redingote et crie « Soldats du 5e, reconnaissez votre empereur. S'il en est un qui veut me tuer, me voilà. » Les soldats se rallient unanimement au cri de « Vive l'empereur !» Ce retour en force ressoude la coalition. 2 armées anglaises et prussiennes prennent position en Belgique, faisant route vers la France à marche forcée. L'empereur édicte les premiers décrets et demande à Marie-Louise de le rejoindre à Paris. À mesure qu'il galope vers la capitale, l'armée abandonne le roi qui fuit vers Beauvais, escorté par le maréchal Marmont et le duc de Berry. Nous sommes le 20 mars 1815. Napoléon entre dans Paris, mais les forces coalisées vont tout faire pour l'arrêter. Afin de grossir les rangs de son armée et de s'assurer du soutien et de la bénédiction du peuple, Napoléon réveille l'ardeur et la bravoure de ses soldats. Il ranime le souvenir des grandes victoires passées, la supériorité de la France sur des ennemis qu'elle a tant de fois écrasés, et pointe d'un air grave les dangers imminents qui menacent le pays. Les 100 jours, par exemple, l'ont transformé. Il a rencontré Benjamin Constant, il prépare un acte additionnel à la Constitution, il a beaucoup réfléchi à l'île d'Elbe. Et donc, il veut montrer sa puissance militaire, mais en quelque sorte une dernière fois. En grand stratège, il calcule qu'il faudra 2 jours aux armées anglaises et prussiennes pour opérer leur jonction entre Bruxelles et Namur. C'est le moment idéal, il n'y a plus une minute à perdre. Il attaque par surprise les Prussiens conduits par Blücher et parvient à prendre Charleroi. Les brigades de cavalerie et la garde franchissent la Sambre pour bivouaquer entre les 2 armées ennemies, l'objectif étant de les combattre séparément et de les vaincre avant l'arrivée des Autrichiens et des Russes. L'empereur confie le commandement de l'aile gauche de son armée au maréchal Ney, qui doit s'emparer du carrefour des 4 bras, où le redouté Wellington et son unité de 7000 hommes l'attendent. Wellington, aristocrate anglo-irlandais et maréchal, est notamment connu pour ses victoires contre l'Empire à Orthez, Vitoria et Toulouse. Il deviendra plus tard Premier ministre du Royaume-Uni. Le 16 juin 1815, la bataille fait rage pour contenir les Britanniques alors que sur l'autre flanc, à Ligny, Napoléon repousse les Prussiens. Ce sera la dernière victoire française. Après des combats féroces, les coalisés parviennent à se replier sans être poursuivis par les troupes napoléoniennes. Le maréchal Blücher échappe quant à lui miraculeusement à la capture. Son cheval, atteint par un tir, s'écroule sur lui et le paralyse alors que les grenadiers français approchent dangereusement. Mais la moiteur de la nuit le camoufle jusqu'à ce que son aide de camp parvienne à le délivrer. À une dizaine de kilomètres au sud, une autre bataille se prépare, Waterloo. Bon, la bataille de Waterloo, c'est vraiment, en juin 1815, j'allais dire le dernier coup d'esbrouf de l'empereur, parce qu'il a réussi encore à remettre sur pied une armée, mais les coalisés sont de plus en plus nombreux, la Russie, l'Angleterre bien entendu, tout le monde est là, et on sait que ce sera forcément un coup d'épée dans l'eau. Wellington dispose de 68 000 hommes et peut compter sur les 72 000 de Blücher. S'il parvient à réunir les 2 armées alliées, Wellington aura alors une supériorité numérique de 2 contre 1 qui ne laissera plus aucune chance de succès aux Français. La nuit précédant la bataille, il ne cesse de pleuvoir. Et à l'aube, ce 18 juin 1815, les soldats découvrent un théâtre d'opérations détrempé. La boue a remplacé les champs de trèfle, empêchant le déploiement des canons. Les heures s'égrènent, mais Napoléon ne donne pas l'ordre d'attaquer. L'armée anglaise détient 3 fermes fortifiées et défendues en postes avancés sur le champ de bataille. Hougoumont, la Haie-Sainte et Papelotte. La crête du plateau de Mont-Saint-Jean, au centre du dispositif, permettra aux unités de s'abriter du feu de l'ennemi. Napoléon n'a pas de temps à perdre. Il sait que l'armée de Blücher se rapproche. Il doit tout miser sur une attaque frontale massive.
À 11h30 du matin, l'artillerie française ouvre les hostilités. Napoléon fait déployer sa grande batterie de 80 canons et mène l'attaque principale à l'est, tout en pilonnant sans relâche la ferme d'Hougoumont à l'ouest pour faire diversion. Mais l'infanterie progresse difficilement et les boulets de canon s'enfoncent dans la terre au lieu de rebondir. Wellington, devinant la manœuvre de son adversaire, dispose habilement ses troupes à l'abri de la crête. La tentative de prise de la ferme d'Hougoumont va devenir une véritable bataille dans la bataille, mobilisant inutilement toute la journée près de 8000 hommes du prince Jérôme, frère de Napoléon, contre seulement 2000 Anglais. À 13h30, les divisions d'infanterie attaquent la ferme de la Haie-Sainte. Wellington ordonne la charge de la cavalerie lourde, dont les célèbres Scott Greys. Les Français, surpris par cette manœuvre, sont forcés de se replier à la hâte, subissant de très lourdes pertes. Les 2 brigades de cavalerie attaquent dans leur élan la grande batterie française, mais elles sont écrasées par la cavalerie napoléonienne, restée en arrière. Et il aurait pu emporter la bataille de Waterloo. C'est pour la première fois une enfilade de catastrophes ou de contretemps. À 15h, une nouvelle canonnade française vise à faire tomber la Haie-Sainte. Wellington replie son centre. Persuadé qu'il s'agit d'un repli général, le maréchal Ney prend l'initiative d'engager sa cavalerie. Il ignore alors que l'armée anglaise se dispose en carré, attendant patiemment l'assaut. Ney multiplie les charges, sans aucun soutien d'infanterie, et peu à peu, ses hommes s'écroulent autour de lui. La cavalerie française est décimée. Napoléon devine au loin les silhouettes portant l'uniforme sombre de l'armée prussienne. Doit-il se replier? Il veut tenter une dernière fois de vaincre les Anglais avant que Blücher ne paraisse devant lui. Je n'avais plus en moi ce sentiment de succès définitif. Je sentais qu'il me manquait quelque chose. Ce n'était plus cette fortune attachée à mes pas qui se plaisait à me combler, c'était le destin sévère auquel j'arrachais encore comme par force quelques faveurs, mais dont il se vengeait tout aussitôt. Car il est remarquable que je n'ai pas eu alors un avantage qui n'ait été immédiatement suivi d'un revers. Mémorial de Sainte-Hélène. Il n'a plus la main, il n'a plus la chance, il y a toutes sortes de contre-ordres et de contretemps surtout. Il décide de lancer la garde impériale dans un ultime assaut. La garde impériale tant redoutée, les braves des braves, ceux qui n'ont jamais reculé. Les lignes françaises progressent au rythme du tambour. Les Anglais restent fascinés devant ce spectacle étrange de gestes mécaniques, de regards menaçants, de volonté inextricable. La garde n'est plus qu'à une quarantaine de pas quand Wellington donne l'ordre de tirer. Les coups de fusil répondent aux cris des hommes. L'air saturé par la fumée des explosions, la confusion est à son comble. Les soldats, qui ne sont plus que des silhouettes froissées, étouffent et agonisent. Le premier rang tombe comme un seul homme dans un fracas assourdissant. 400 Français viennent de perdre la vie. La garde continue à avancer, mais il est trop tard, les Prussiens sont là. Alors pour la première fois au cours des guerres napoléoniennes, la garde recule. La rumeur se propage vite, jetant le désarroi sur le reste de l'armée française qui bat en retraite. Après 10 heures de combat acharnés, Napoléon est forcé d'abandonner et de prendre la fuite face aux avant-gardes prussiennes. 4 jours plus tard, au palais de l'Élysée, l'empereur abdique en faveur de son fils, Napoléon II. Il tente de fuir par le port de Rochefort où l'attendent 2 frégates prêtes à lever l'ancre vers les États-Unis. Mais son plan est découvert et il doit négocier avec les vainqueurs. Il est battu et cette fois-ci, les coalisés tapent vraiment sur la table en disant ça n'est pas possible, on ne va pas le remettre à proximité de la France, il faut donc l'exiler le plus loin possible dans un endroit véritablement inaccessible. Il demande l'asile au plus constant de ses ennemis, l'Angleterre.
qui décide de le déporter sur l'île Sainte-Hélène, une île du bout du monde, en plein cœur de l'océan Atlantique. C'est la solitude et les vexations qui attendent Napoléon à Longwood. Enfermé, surveillé, privé de liberté, dénigré par Hudson Lowe, le gouverneur de l'île, qui lui refuse le titre d'empereur et le nomme simplement Général Bonaparte. Les Anglais qui ont pris la chose en main lui ont mis à disposition, si on peut dire, un geôlier, Hudson Lowe, le général Hudson Lowe, qui est un mauvais général anglais, qui en fait est très consciencieux, qui est, on dirait, une sorte de Javert, si vous voulez, avec Jean Valjean, qui le suit partout, qui observe partout ce que Napoléon fait. Alors Napoléon, bien entendu, de temps en temps s'échappait de l'espace qui lui était consenti. La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours, dira Bonaparte lors de sa captivité à Sainte-Hélène. Sentant sa fin approcher, il est temps pour l'empereur de construire la légende qu'il laissera à la postérité. Alors Napoléon à Sainte-Hélène est accompagné de quelques vieux fidèles, et notamment d'Emmanuel Lascaz, qui va passer son temps à côté de l'empereur déchu, à l'écouter et à noter et à écrire ce qu'on appelle le mémorial de Sainte-Hélène. Il est vrai que ma destinée se montre au rebours des autres. La chute les abaisse d'ordinaire, la mienne me révèle infiniment. Chaque jour me dépouille de ma peau de tyran, de meurtrier, de féroce. Mémorial de Sainte-Hélène. Atteint d'un cancer de l'estomac, Napoléon refuse l'assistance des médecins anglais et meurt le 5 mai 1821 après 8 jours d'agonie. Son autopsie donne lieu à de nombreuses controverses causées par la multitude de rapports, officiels et officieux, dont pas moins de 3 diamétralement opposés pour le seul docteur Automarchi qui l'a pratiqué. Le cœur et l'estomac de l'empereur sont retirés et placés dans des coupes en argent contenant de l'esprit de vin. Son corps est revêtu de l'uniforme des chasseurs à cheval, de la garde impériale, et placé sur le lit de fer qu'il emportait dans ses campagnes. Napoléon laisse une France ruinée et à l'agonie. Depuis 1792, elle a perdu environ 1 700 000 de ses hommes, dont la majorité pendant les guerres napoléoniennes. Il y a des milliers de morts, et il va falloir 2 ou 3 ou 4, voire 4 générations avant que la France ne se sorte de cette saignée, de véritable saignée. En 1914, on payait encore les conséquences démographiques du Premier Empire. Les ports et ses arsenaux sont détruits. Le territoire est lourdement amputé, sans compter qu'il est désormais occupé par les coalisés. La France doit en outre s'acquitter d'un lourd tribut pour l'entretien de ses troupes d'occupation. Le pays a perdu toutes ses colonies héritées de l'Ancien Régime et son influence internationale, tissée minutieusement depuis le règne de Louis XIV, est réduite à néant. C'est une France qu'il faut entièrement reconstruire lorsque Napoléon part, donc en 1814 ou en 1815, si vous voulez. Malheureusement, les Bourbons ne sauront pas la remettre sur pied, d'autant plus que 15 ans de révolution et d'empire font que les Français n'acceptent plus la monarchie, et en particulier la monarchie absolue. L'empereur, dans son épopée européenne flamboyante, tout en se réclamant du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, a paradoxalement soumis l'Europe d'une main de fer. Mais par ses nombreuses réformes, notamment administratives, il a aussi insufflé une nouvelle ambition et par là même changé la face du monde. Chateaubriand, oscillant toujours entre admiration et horreur, lorsqu'il s'agit de ce personnage double qu'est Napoléon Bonaparte, admettra dans ses mémoires d'outre-tombe que l'héritage de l'empereur, qu'on le vénère ou qu'on le condamne, est bien réel. Bonaparte appartenait si fort à la domination absolue qu'après avoir subi le despotisme de sa personne, il nous faut subir le despotisme de sa mémoire. Car si l'on combattit quelquefois Napoléon alors qu'il était sur le trône, il y a consentement universel
à accepter les fers que mort il nous jette.